Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Médical. Je suis le docteur Yves-Valérie Pouna, promoteur du Mardi Médical pour les anciens, pour les nouveaux je me présente donc. Nous allons ce soir parler d'un thème qui, peut-être pour les plus jeunes, les 14-15 ans, ça ne les concerne pas encore. Certains oui, mais beaucoup plus. Pour ces personnes-là qui sont déjà en âge de procréer, alors je dis personnes en âge de procréer comme filles, mais surtout, mais également les garçons qui voilà, sont susceptibles d'accompagner, que ce soit leur femme, leur fiancée, ou alors même leur soeur, ou leur mère, ou leur cousine dans ce processus comment dire, dans cette étape qu'on appelle la grossesse. Pendant la grossesse, beaucoup de femmes se posent des questions. Pourquoi est-ce que il y a cette ligne noire au milieu de mon ventre? Pourquoi est-ce que autour de mes mamelons, ça devient assez foncé, un peu plus pigmenté? Pourquoi est-ce que le médecin me demande de prendre du fer? Bref, il y a pas mal de questions autour de la grossesse et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Quelles sont les modifications physiologiques du corps au cours de la grossesse? C'est-à-dire, lorsque vous êtes enceinte, qu'est-ce qui va être modifié normalement, c'est-à-dire quelles sont les modifications que vous allez avoir, mais qui ne renvoient pas à une maladie. C'est principalement de cela que nous allons parler ce soir. Alors, pour aborder le thème, nous allons recevoir un interne, senior en gynécologie obstétrique à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé, que nous avons déjà eu l'occasion de recevoir ici quand il s'agissait du thème de la césarienne. C'est le docteur Lionel Assoumou qui va nous rejoindre dans quelques instants pour un échange sur le sujet. Donc, en attendant que notre invité nous rejoigne, je vous prie s'il vous plaît de partager le lien du mardi médical. Pourquoi pas dans votre story Facebook pour que vos amis également puissent en profiter. Donc, le temps que l'invité nous rejoigne, nous allons partager au maximum ce rendez-vous et rester à l'écoute. Merci à vous. Donc, je vous prie de faire preuve d'un peu de patience, s'il vous plaît. Alors, docteur Assoum, si tu es déjà dans le direct, s'il te plaît, envoie-moi, écris un message pour que je puisse te voir, parce que là, tu ne figures pas dans ma liste. Merci à ceux qui viennent de rejoindre le direct. Je vous invite, s'il vous plaît, en attendant l'arrivée de l'invité, à partager au maximum ce rendez-vous, que ce soit dans vos contacts, vos contacts WhatsApp, statut WhatsApp ou alors votre story Facebook pour toucher le maximum de personnes. Merci d'avance. Alors, je pense que le docteur Assoumou est déjà là. On va le prendre. Bonsoir, doc. Comment tu vas? Ouais, ça va, Yves, c'est comment et toi? Ça va, ça va. Tu es toujours en tenue de combat. Toujours, 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 tu n'es rien. D'accord, merci de nous avoir rejoints ce soir. Donc, je pense que ton invitation n'est pas fortuite. Ton invitation vient de ce que la dernière fois que tu nous as rejoints, tu nous as fait une présentation qui était assez impeccable et le public a aimé, le public t'a réclamé, raison pour laquelle tu reviens aujourd'hui. C'est rare de voir un invité du mardi médical qui revient. Donc, je ne vais plus présenter le docteur Assoumou. Il connaît déjà très bien même la structure de l'émission. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est lui passer la parole. Il va peut-être se représenter. Et voilà, on va commencer la présentation. Je vous prie une fois de plus de partager le lien du direct à vos contacts. Et voilà, on va commencer dans quelques instants. Donc je vais me muter. Tu as la parole. Ok. Rebonjour on dit quoi? Bonsoir à tout le monde. Je suis le docteur Lionel Orlando Assoumou Gangué, interne en gynécologie obstétrique. Il m'a été dit de présenter le thème sur les modifications physiologiques en grossesse. Il faut dire que c'est un thème qui est assez vaste, c'est un thème qui est large et il est assez difficile à aborder parce que c'est en fonction de la cible. Parce que avec ce thème, c'est pas la même manière qu'on aborde monsieur tout le monde, qu'on aborde un étudiant en médecine, qu'on aborde un professionnel un peu plus qualifié et plus riche en expertise. Donc, il sera question de trouver le juste milieu entre monsieur tout le monde ou madame tout le monde et l'étudiant en médecine. Et pour cela, il va d'abord falloir définir, parce que c'est important de connaître les bases, parce qu'il n'y a pas de science en base, c'est la fondation. Après les bases, il sera question de parler de façon systématique de ce que c'est les modifications physiologiques de grossesse, en commençant par les modifications générales, ensuite un peu de métabolisme de base. Nous allons aller vers la peau parce que les femmes aiment bien tout ce qui est corporel, c'est ce qu'elles vont plus remarquer. Et ensuite le digestif, le cardiovasculaire, le respiratoire. Après le respiratoire, l'appareil urinaire. Après l'appareil urinaire, nous allons
mettre la gynécologie en premier parce que c'est quand même notre domaine. Et on va finir par l'ostéo-articulaire. Ce qu'il faut comprendre dès là-bas, c'est quoi? On parle de modification physiologique au cours de la grossesse. C'est quoi une modification? Une modification, c'est un changement. Physiologique, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne l'organisme humain. Et la grossesse, c'est la période allant de la fécondation à l'accouchement. La fécondation, c'est quand papa et maman partent faire coup de marteau. Et maintenant, l'accouchement, c'est quand il y a l'expulsion de l'enfant et de ses annexes. Donc, les modifications physiologiques au cours de la grossesse, c'est le changement, c'est le changement de l'activité de l'organisme pendant la période allant de la fécondation à l'accouchement. Donc, c'est l'ensemble de mécanismes que le corps va déployer pour permettre à l'enfant de se sentir à l'aise dans le corps et pour faire en sorte que l'accouchement se déroule dans les meilleures conditions. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, cela dit, on va commencer par les modifications générales. On va commencer par la température. Ce qu'il faut savoir, c'est que au cours de la grossesse, il y a des modifications physiologiques. Les hormones, à savoir le progestérone et les oestrogènes, vont augmenter. Progestérone qui est pro et gestérone, progestare, donc pour la grossesse. Donc l'hormone progestérone va avoir un grand rôle dans les modifications physiologiques parce que la progestérone, donc la progestare, va faire en sorte que l'enfant ait envie de rester dans l'organisme. Et pour cela, il va créer une atonie de beaucoup de choses, du vasculaire, de l'utérus, pour que ça ne contracte pas, pour que le bébé ne sorte pas. Et cette progestérone qui va augmenter la température de la femme au premier trimestre. C'est pour ça que certaines femmes vont vous dire que c'est comme si j'ai le palu. Parce qu'il y a une augmentation de la température au-dessus de 37 degrés Celsius. Donc, certaines femmes, quand elles ne vont plus voir leurs règles, après, elles vont augmenter la température, elles vont penser qu'elles ont le palu. Non, c'est une modification physiologique. Donc, il faut aller à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, ce que vous allez constater, même certains médecins généralistes, ils vont faire le test de palu, c'est négatif. Ils vont se dire, mais ce n'est pas le palu, qu'est-ce que c'est? Le test urinaire, c'est négatif parce qu'elle va décrire les symptômes du paludisme en début de grossesse. Mais si vous faites un test de grossesse, ça va revenir positif. Donc, ça peut arriver. La deuxième chose, au niveau du poids. Il faut comprendre une chose. Le poids de la femme va prendre entre 9 et 12 kilos au cours de la grossesse. N'est-ce pas? Ces 12 kilos sont répartis comment? Il y a 8 kilos qui sont indépendants d'elle et 5 kilos qui peuvent être modifiés par une discipline. C'est-à-dire quoi? Dans les 12 kilos, il y a 5 kilos qui sont dus aux produits, c'est-à-dire au fœtus, au placenta et aux annexes en général, dans le liquide amniotique. Par exemple, le bébé va prendre entre 3 kilos, le placenta entre 700 grammes et le liquide amniotique également. Ça va faire dans les 5 kilos. Et ensuite, tout ce qui va grossir, c'est-à-dire l'utérus, les ovaires, les seins, ça va faire dans les 3 kilos. Ça, c'est les 8 kilos. Et maintenant, il y a l'augmentation lipidique. Donc, il y aura une accumulation de graisse. Ça, c'est 5 kilos autres. Ces 5 kilos, on peut jouer sur ça. Par exemple, les femmes qui sont obèses, pour éviter que l'enfant n'entre trop en surpoids, on va essayer de jouer sur ces 5 kilos, n'est-ce pas? Mais les autres 8 kilos ne sont pas forcément dépendants de la femme. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans l'état général, les femmes vont au début, n'est-ce pas? Les femmes vont se plaindre de somnolence, de fatigue, de tension mammaire. Tout ça, c'est normal, c'est dû aux hormones, d'anxiété. D'autres vont dire que l'odorat va augmenter, elles vont sentir un peu plus les odeurs. Tout ça est normal, c'est l'augmentation des hormones. Et certaines femmes vont se sentir plus... il y aura les nausées, les vomissements et consorts, ce qui peut arriver. Maintenant, en fin de grossesse, ce qu'elles vont remarquer, c'est qu'elles seront plus... Il y aura plus de troubles du sommeil vers la fin de la grossesse. Elles seront un peu plus irritables et elles auront beaucoup de bobos. C'est normal. Vous avez plus de 8 kilos qui ont augmenté dans le corps. Donc, c'est normal que vous soyez un peu plus irritable et anxieuse. Et également, elles auront, tu vois, la femme en fin de grossesse, elles vont te dire que j'ai mal un peu de partout, mon dos. Tout ça, c'est un peu normal.
n'est-ce pas? Ça, c'est concernant les modifications générales. Maintenant, il y a le métabolisme. Ça, c'est un peu plus pour les étudiants en médecine. Au premier trimestre, il y aura une accumulation de réserves. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le métabolisme va entrer plus en accumulation pour permettre, parce qu'au début, l'enfant n'a pas encore de croissance. Donc, tout ce que la femme gagne et mange pas d'abord s'accumuler sous forme de graisse. C'est au troisième trimestre que tout ça va être redéployé parce qu'il y aura plus de consommation d'énergie vers l'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lipides, à savoir les triglycérides, vont doubler. Les lipides en général, le cholestérol va augmenter parce qu'il y aura aussi une augmentation d'oestrogène. Par contre, les protéines vont rester assez stables. Et les glucides, il y aura un mécanisme complexe, n'est-ce pas, très complexe, parce qu'il y aura une augmentation de l'insuline au premier trimestre, une augmentation de l'insuline, la glycémie qui va diminuer, mais après, progressivement, avec la sécrétion de certaines hormones, comme l'hormone HPL et la growth hormone, il y aura une insulino-résistance qui va créer encore une diminution du glucose. C'est pour ça que certaines femmes peuvent faire des diabètes gestationnels, mais ça, c'est plus technique, c'est pour les étudiants en médecine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le glucose va avoir tendance à diminuer, donc le taux de sucre va diminuer au premier trimestre et il va augmenter au deuxième ou au troisième trimestre. Et en fonction de la prédisposition, une femme peut faire ou pas une maladie de diabète, ce qui n'est pas très fréquent. Maintenant, nous allons passer au niveau de la peau. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la peau? Au niveau de la peau, certaines femmes vont remarquer une hyperpigmentation. Elles vont dire, c'est comme si mes seins ont noirci, mon ventre, mon nombril et même mes appareils génitaux, c'est normal. Il y a l'augmentation d'une hormone, des hormones mélaniques qui vont se faire. Donc, vous allez remarquer une hyperpigmentation au niveau des aréoles mammaires, la ligne negra, donc une ligne noire qui va se faire au milieu, c'est tout à fait normal. Le nombril qui va devenir plus noir et même les organes génitaux vont devenir un peu plus foncés. Ça, c'est normal. Ce qui va se passer deuxièmement, c'est qui peut avoir le mélassement ou le croissement. Certaines femmes ont dit, je suis devenue laide. C'est normal. Donc, ça va se faire au niveau des joues, du cou. Il faut savoir que ça arrive dans 50 à 70% des cas. Et ça disparaît après la grossesse, entre 6 mois et 18 mois. Ce qu'on appelle le mélassement, dans le visage qui devient noir et le cou qui devient noir. Ça disparaît normalement. Mais par contre, les vergetures qui sont dues à une hyperlaxité, plus que le corps va se distraire, une hyperlaxité, les tissus conjonctifs vont diminuer et les membranes extracellulaires vont diminuer. Ce qui va se passer, c'est que les vergetures, elles, par contre, qui vont prédominer au niveau des cuisses, du creux axillaire et consorts, ça ne va pas disparaître, malheureusement. Mais beaucoup d'hommes disent qu'ils aiment quand il y a les vergetures, donc ce n'est pas un problème très grave, du moins. Mais les vergetures, elles, par contre, vont rester, et ça arrive chez 90% des femmes. Il y a aussi les œdèmes du visage qui peuvent arriver chez certaines femmes pendant la grossesse, au niveau des modifications qui arrivent à la peau. Concernant la peau, c'est ce qui peut arriver. Donc, on a les vergetures, on a l'hyperpigmentation, on a le mélassement ou le cloissement. Ça, c'est au niveau de la peau. Hyperpigmentation, mélassement ou cloissement. Donc, cloissement, c'est plus au niveau du visage. Donc, le masque du visage, communément, c'est comme ça que les femmes disent communément, le masque du visage. Ça, c'est au niveau de la peau. Ce sont les modifications qui arrivent au niveau de la peau. Maintenant, on va continuer. Après la peau, on va essayer de s'attarder sur les modifications gynécologiques. Sur le plan gynécologique, ce qu'il faut savoir grosso modo, c'est qu'il y aura une hypervascularisation et une augmentation de presque tous les organes gynécologiques. Les seins, par exemple, il y aura une augmentation de la taille des seins avec, comme on a dit, une hyperpigmentation de l'aréole, ça va devenir plus noir chez les femmes africaines. Et puis, il y aura comme des petits boutons autour du mamelon, ce qu'on appelle les tubercules de Montgomery. Si vous voyez ça, ça ne doit pas vous effrayer. Ce sont des modifications physiologiques au niveau des seins. Ça va prendre en volume. Le père sera plus fier parce que les seins ont grossi ou bien ça dépend maintenant. C'est un peu ça. Et au niveau du vagin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du vagin également, la taille va légèrement augmenter. On aura une hypervascularisation également. Et si, pour les médecins, les étudiants en médecine, si vous regardez le vagin, ce sera plus violacé. C'est le signe de Gottwell, qui est différent du signe de Chadwick. Le signe de Chadwick, c'est le col qui est violacé. Le vagin violacé, c'est le signe de Gottwell.
Et maintenant, il y aura donc cette hypervascularisation et consort. Il y a encore des termes un peu plus techniques comme le signe de Noble et de Pega. On ne va pas entrer dans les détails, c'est très technique. Maintenant, qui sont dus aux modifications utérines et consorts. Ce qu'il faut savoir également, c'est que certaines femmes vont éprouver plus de plaisir pendant la grossesse dû à l'augmentation de la vascularisation et des nerfs là-bas. Donc, il y a beaucoup de femmes, c'est décrit, qui vont dire qu'elles ont eu leur premier orgasme, on dit quoi, premier orgasme, autant pour moi, pendant leur grossesse. Donc, c'est pendant le temps là que il y a certaines femmes, c'est très dépendant de la femme. D'autres ont un peu psychologiquement, mais d'autres, c'est là qu'elles vont vous attraper parce qu'elles seront plus excitées. Ça peut arriver. Au niveau du col, comme on a dit, le signe de Chadwick qui va se faire, mais il y a aussi le bouchon muqueux qui va se créer. Il faut savoir que le bouchon muqueux, c'est comme une pâte visqueuse qui va se former à l'intérieur du col. C'est pour protéger. C'est toujours dû à progestare et non la progestérone. C'est pour ça qu'on ne parle pas de PID pendant la grossesse ou d'infection génitale pendant la grossesse parce qu'il y aura la formation de ce bouchon muqueux qui va empêcher aux bactéries et tout ce qui est là de pénétrer au niveau des organes génitaux, c'est ça. Maintenant, l'utérus, comme on a dit, va aussi également augmenter de volume. Il va passer de comme ça, c'est-à-dire 50 à 70 grammes, à pratiquement ça, 32 cm et 1 kg. Donc, vraiment, le corps humain est magnifique. Donc, celui qui est la main, il a tout fait, comme j'ai l'habitude de le dire. Le pays doit avancer, c'est un gars trop fort. Donc, il y a l'utérus qui va augmenter. Et ça, c'est au niveau des organes génitaux. Également, il y aura la formation, j'ai déjà parlé de ça lorsque je parlais de la césarienne, du segment inférieur qui va être une zone moins vascularisée et tout pour qu'on fasse l'incision pour la césarienne. Et également, il y aura les contractions de Barton X vers le deuxième trimestre. C'est quoi? C'est comme des contractions. Pour les femmes qui sont primipares, elles auront l'impression qu'elles ont les contractions de l'accouchement, sauf que ça vient, après ça dure encore même 5 heures avant de revenir. On appelle ça des contractions. Les Braxton X sont des fausses contractions. Ce sont des modifications qui peuvent arriver. Donc, quand vous avez ça, vous avez une contraction et puis ça dure plus de 2 heures, 3 heures, 4 heures avant de revenir. Ce sont des Braxton X. Ce ne sont pas encore des contractions qui doivent vous interpeller pour l'accouchement. Ça, c'est sur le plan gynécologique. Sur le plan digestif maintenant, sur le plan digestif, on va commencer par la cavité buccale. La cavité buccale, ce qui va se passer, c'est que certaines femmes vont vous dire qu'elles ont l'impression que les gencives saignent quand elles se brossent ou bien que ça a gonflé. C'est dû à une hypervascularisation, n'est-ce pas? Et ça peut arriver que les gencives, donc il y aura une hypervascularisation au niveau de la cavité buccale, ce qui peut entraîner ça. C'est toujours mieux d'aller voir son dentiste, mais il faut pas trop avoir peur. Pendant la grossesse, si vous avez les gencives qui gonflent, qui font un peu plus mal et qui saignent, toujours consulter son dentiste, mais ne pas s'effrayer plus que ça. C'est une modification physiologique de la grossesse. Quand on descend un peu plus bas au niveau de l'œsophage, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de femmes ont dit qu'elles ont les remontées, le pyrosis, n'est-ce pas, les remontées ou bien un reflux. Ça aussi, ça ne doit pas vous inquiéter plus que ça. C'est dû le cardiaque, le muscle qui reste là, dû à la progestérone, il y aura une atonie par la progestérone, donc ça va se relâcher. Ça va faire en sorte que la nourriture ne reste plus, il y aura une diminution de transit, donc les femmes auront tendance à avoir des remontées. Également dans la bouche, pour voir dans la bouche, il y aura une hypersialorée. Beaucoup de femmes ont dit qu'elles ont plus de salivation. C'est également dû à une perméabilité capillaire qui va augmenter une diminution du transit. Ça va créer des hypersialorées. Donc, vous allez voir beaucoup de femmes enceintes auront toujours leur gobelet pour cracher, n'est-ce pas? Au niveau gastrique, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une protection gastrique plus accentuée. C'est difficile d'avoir mal à l'estomac pendant la grossesse. C'est vrai que ça peut arriver parce qu'il y a une augmentation de la protection gastrique, n'est-ce pas? Et une diminution du transit. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura plutôt une augmentation des nausées et des vomissements. Mais ça va diminuer progressivement au deuxième trimestre. Donc, c'est les 3 premiers mois où vous aurez une augmentation des nausées et vomissements. Et progressivement, avec la diminution des hormones, certaines hormones, telles que le HCG, vers la fin, vous n'aurez plus des vomissements et des nausées. Parce que si vous avez des vomissements et des nausées vers la fin de la grossesse, c'est plus alarmant, c'est peut-être pathologique. Mais au premier trimestre, c'est assez normal. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Quand nous descendons de façon systématique au niveau de l'intestin, vous voyez, pour les étudiants en médecine, il faut toujours avoir les tiroirs. Parce que quand vous avez les tiroirs, tout est classé. Donc, il faut aller tiroir par tiroir. Quand on va au niveau des intestins, ce qui se passe, c'est qu'il y a une diminution du transit
qui va entraîner une résorption de l'eau. Et la conséquence, c'est quoi? Constipation. Beaucoup de femmes enceintes vont vous dire qu'elles ont une constipation. Lorsqu'une femme enceinte vient, elle dit je me sens constipée, vous ne vous affolez pas. Il faut boire beaucoup d'eau et tout. Et essayer de prendre des fruits plus tels que l'ananas qui vont permettre une meilleure digestion. Donc, ça ne dérange pas. C'est comme ça que ça se gère. En gros, c'est ça au niveau, grosso modo, au niveau du système digestif, c'est ça. Quand nous passons maintenant, le prochain système, c'est le système hématologique. Le système hématologique, la particularité, c'est quoi? C'est qu'on aura une anémie physiologique. À quoi est due cette anémie physiologique? En fait, dans l'organisme, il y aura une hémodilution. Une hémodilution. L'hémodilution sera due à quoi? À l'augmentation physiologique. Donc, l'augmentation physiologique de l'eau dans les vaisseaux, n'est-ce pas? 40%, c'est-à-dire vous prenez une bouteille qui est à moitié pleine. Pendant la grossesse, le sang va augmenter de telle sorte que la bouteille soit pleine, n'est-ce pas? De 40%. Or, maintenant, les globules rouges vont également augmenter, mais seulement de 15 à 20%. Donc, imaginez une bouteille à moitié pleine avec 5 cailloux. Pendant la grossesse, on remplit la bouteille jusqu'à ses pleins et on augmente 3 cailloux. Vous voyez qu'on a augmenté les cailloux, on a augmenté l'eau, mais il y a quand même une hémodilution. Et c'est cette hémodilution, non, globules rouges augmentés, mais de 15%, et volume plasmatique augmenté, mais de 40%, qui vont créer donc qui vont baisser l'hématocrite. Je comprends, c'est un peu plus complexe pour madame, tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une anémie par hémodilution, n'est-ce pas? Et cette anémie, c'est pour ça qu'on donne, surtout chez les femmes africaines, systématiquement, tu fais en prophylaxie aux femmes parce que leur taux de sang diminue par hémodilution. Et il faut savoir que cette augmentation plasmatique, Dieu ne l'a pas fait au hasard, entre guillemets, ce qui est en haut, vous l'appelez comme vous voulez, il ne l'a pas fait au hasard. En fait, c'est pour prévenir les hémorragies du postpartum. Vous voyez que tout est trop calculé, en fait. C'est quelque chose qui dépasse, ça dépasse le simple. En fait, quelqu'un avait tout prévu. Donc, il sait que pendant la grossesse, quand tu vas accoucher, là, ça peut saigner. Mais il faut que le volume plasmatique augmente. C'est pour prévenir ça. C'est également pour prévenir certaines hypotensions de fin de grossesse également. Donc, c'est un peu ça qui va se passer au niveau du sang. Au niveau du sang également, très important, c'est que l'acide folique qui est important pour la synthèse de l'ADN et pour la diffusion des cellules, pour éviter les troubles Du tube neural, les système tubes nerveux. neurales, exactement, merci, les troubles du tube neural. L'acide folique, un tiers des femmes ont une diminution en acide folique. C'est pour ça qu'avant la grossesse, on supplémente en acide folique, n'est-ce pas? En vitamine B12 également, mais la vitamine B12 est très présente dans la nutrition, donc ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au niveau du sang, les globules blancs vont augmenter. Ça, je parle plus aux médecins généralistes ou aux étudiants en médecine, parce que beaucoup on voit, par exemple, il arrive souvent qu'on en voit, vous voyez la NFS avait 11 000 blancs pendant la grossesse, et on dit hyperleucocytose et tout. C'est physiologique. Il y a une augmentation des globules blancs pendant la grossesse. Ça dépasse 15 000 que vous commencez à vous inquiéter. Donc, à moins de ça, vous pouvez mettre ça. Et pendant l'accouchement, même, ça peut aller jusqu'à 20 000. Donc, c'est à plus que ça. Pendant l'accouchement, à plus de 20 000, vous pouvez vous inquiéter. Et pendant la grossesse, à plus de 15 000. Parce que c'est assez physiologique. Les plaquettes, par contre, vont légèrement diminuer en fin de grossesse. Donc, c'est ça. Il faut aussi savoir que les facteurs de coagulation vont également, certains vont augmenter, la plupart, et certains vont diminuer. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en fin de grossesse, pendant le postpartum, la femme est à haut risque de faire des thromboses veineuses et des embolies pulmonaires dues à la réparation tardive des facteurs de coagulation qui ont augmenté et la baisse rapide du taux de fibrinogène. Comprenez, on comprend. Donc, c'est un peu ça au niveau du sang. Maintenant, au niveau du cardiovasculaire qui suit l'hématopoïétique, ce qui va se passer au niveau du cardiovasculaire, c'est que au niveau du cardiovasculaire, il y a beaucoup de modifications anatomiques, augmentation des ventricules et consorts qui seront visibles à l'ECG, parce que l'ECG, il y aura une déviation des QRS, il y aura une modification au niveau de l'échographie du cœur et consorts, c'est plus technique. Maintenant, ce qu'il faut savoir,
pour monsieur tout le monde, c'est que le cœur de la femme va battre plus. La fréquence cardiaque va augmenter. Ça veut dire pour une femme, on aura une augmentation entre 10 et 20 battements, n'est-ce pas? Ça veut dire que le cœur va taper plus parce qu'il y a une augmentation. On a déjà dit qu'il y a une augmentation du sang. La bouteille a rempli. Maintenant, le cœur va essayer de pomper ça plus vite. Il y aura une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, en gros, augmentation du débit cardiaque. Beaucoup moins, on dit souvent que le débit cardiaque dans la fréquence cardiaque fois volume de gestion systolique. Tout le monde connaît ça. Donc, il y aura une augmentation de la fréquence cardiaque. Si vous voyez une femme enceinte avec 100 battements, pour tout le monde, la fréquence cardiaque normale, c'est à moins de 100. À moins de 100. Maintenant, les femmes enceintes peuvent monter légèrement à plus de 100, mais à moins de 110. Ça peut arriver. Ça ne doit pas vous effrayer plus que ça. C'est l'augmentation de la fréquence cardiaque. Maintenant, le volume a augmenté, ce qui crée donc une augmentation du débit cardiaque. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au début de la grossesse, malgré l'augmentation du débit cardiaque, il y aura plutôt une baisse de la tension. Donc, les femmes, au début de grossesse, auront des tensions légèrement diminuées. Pourquoi? Parce que la progestérone, toujours progestare, va créer une vasodilatation. Or, on sait que la pression artérielle est égale au débit cardiaque fois la résistance périphérique. Donc, fréquence cardiaque fois volume d'éjection. Donc, les deux l'ont augmenté. Mais la résistance, c'est-à-dire le tuyau qui était comme ça, qui pompait fort, va devenir comme ça ne pompe plus. Donc, au lieu de multiplier fois 3 ou 2, on va multiplier par 1. Et au lieu d'augmenter, la tension va plutôt chuter. Mais cette tension va se régulariser au deuxième trimestre. Ça, je vous ai dit que j'essaie de trouver le juste milieu entre monsieur tout le monde et l'étudiant en médecine. Donc, des fois, j'augmente un peu le niveau, des fois, je reviens en bas. Donc, c'est ce qui va se passer. La fréquence cardiaque va faire comme ça. Donc, augmentation de la tension, diminution de la tension au début et après, légère régularisation. Ça, c'est au niveau. Mais ce que monsieur tout le monde a compris, c'est que le cœur peut battre un peu plus vite pendant la grossesse. On peut également, au niveau du système cardiovasculaire, on peut également avoir, plus au niveau respiratoire, les femmes peuvent avoir certaines dyspnées. Elles vont vous dire qu'elles se sentent plus essoufflées. C'est dû à des mécanismes très complexes que ne veut pas venir ici. Il y aura une alcalose respiratoire, et patati tala, diminution du volume respiratoire externe, augmentation du volume respiratoire, d'expiration, bref, c'est complexe. Mais les femmes peuvent se sentir plus gênées au niveau de la respiration pour deux choses. Parce que le diaphragme va être comprimé parce que le bébé prend plus de place. Donc, ça va comprimer les voies respiratoires et également ces mécanismes de respiration à travers la calose qui vont créer des difficultés respiratoires. Donc, si une femme a des difficultés respiratoires pendant la grossesse, il faut changer de position. Mais si c'est au point où vous n'arrivez plus à respirer, vous allez rapidement à l'hôpital. Mais ça peut être fait au-dessus à la position et à la gêne à l'enfant qui a pris beaucoup de place. Donc, ça ne doit pas vous faire plus paniquer que ça. Mais si vous êtes vraiment gêné, là, vous allez à l'hôpital. Ça, c'est au niveau respiratoire. Maintenant, au niveau urinaire, ce qu'il est important de retenir au niveau urinaire, c'est quoi? Il y aura également une vasodilatation. Donc, la vasodilatation est très importante au niveau rénal, au niveau du pyélocaliciel, donc de la route, en fait, surtout du côté droit, pour des mécanismes. Si on avait plus de temps, je pourrais vous expliquer le mécanisme physiopathologique. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y aura un stase urinaire pendant la grossesse, n'est-ce pas? Et les femmes enceintes font beaucoup plus d'infections urinaires, ce qui est, il faut plus prévenir. Donc, quand vous êtes enceinte, si vous avez l'impression que quand vous pissez, ça brûle, ou bien que vous chauffez comme le palu, il faut toujours aller à l'hôpital parce que le paludisme sur grossesse est très grave, ça peut tuer l'enfant, et l'infection urinaire sur grossesse est très grave. Or, ces deux maladies sont très fréquentes pendant la grossesse. Donc, dès qu'il y a une augmentation des stases urinaires, donc la femme enceinte a plus de chances de faire l'infection urinaire que la femme normale. C'est physiopathologique. Et il faut venir à l'hôpital pour qu'on traite. Sur le plan urinaire, pour monsieur tout le monde, c'est ça. Maintenant, pour l'étudiant en médecine, on va juste ajouter qu'il y a une augmentation du débit de filtration rénale, le rein qui va augmenter de 1 gramme légèrement. Il y aura une augmentation de la filtration, une diminution de la créatine, de l'urée dans le sang, bref. Pour ceux qui ont les contacts, on va revenir sur ça. Maintenant, ça c'est sur le plan urinaire. Sur le plan, qu'est-ce qu'on a oublié déjà? On a passé urinaire, digestif, locomoteur. Locomoteur, c'est plus, les ovaires vont sécréter de la relaxine. La relaxine va créer une
une hyperlaxité des ligaments et de la symphyse pubienne qui peut même créer un syndrome de Lancôme. Donc, c'est une disjonction pubienne, donc une douleur forte au niveau de la symphyse pubienne qui peut être gérée par des attelles, par l'immobilisation et consorts. Mais il faut savoir que pour la relaxine va être sécrétée parce qu'il faut que le bassin soit un peu plus élastique pour pouvoir s'ouvrir suffisamment lors de la grossesse. Donc, c'est ce qui va se passer au niveau locomoteur. Et au niveau locomoteur également, il y aurait une hyperlordose qui peut créer des douleurs vers la fin de grossesse. La femme va vous dire, j'ai plus mal que d'habitude. C'est tu à vous aussi. Au pongo, la position pongo. Donc, c'est ça qui crée ça. En gros, c'est ça sur le plan respiratoire. Il faut dire que c'est un thème très vaste. J'ai essayé de le balayer en essayant d'être le plus simple possible, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a une cible pluridimensionnelle. Mais j'espère que chacun s'est retrouvé dans tout cela. S'il y a un truc, tu pourras me rappeler pour que je revienne sur ça et en fonction des questions. Donc, c'est un peu ça. C'est parce que le pays doit avancer. Donc, avant que je ne fasse le résumé, est-ce que tu peux dire un mot sur les œdèmes des membres inférieurs, s'il te plaît? Et voilà. Également, les œdèmes des membres inférieurs, c'est dans le cardiovasculaire, justement, au niveau veineux. Au niveau veineux, sur le plan supérieur, il n'y aura pas de modification, mais sur le plan inférieur, il y aura des modifications. C'est dû à quoi? L'utérus va prendre beaucoup de place, ça va comprimer la veine cave inférieure et ça peut créer une difficulté du retour veineux qui doit être beaucoup géré par les positions, parce qu'il y a des positions qui favorisent plus ça que d'autres. Par exemple, la position en décubitus dorsal. C'est pour ça qu'on va demander à la femme de se coucher plus en décubitus latéral gauche pour éviter cela. Donc, l'œdème, c'est dû à la compression des veines au niveau du bas également. Certaines hormones qui vont créer les œdèmes des membres inférieurs. Et les particularités, c'est que les œdèmes des membres inférieurs font le godet. Pourtant, les œdèmes du visage ne font pas le godet. Faire le godet, c'est que quand tu mets la main, l'empreinte de la main reste. Ça, c'est le godet. Donc, au niveau du pied. Et pour gérer les œdèmes des membres inférieurs, c'est bien prévenir, c'est-à-dire surélever légèrement les jambes. Certains vont préconiser des barres de contention également. Merci beaucoup, Doc. Je pense que la présentation était assez crue. Les gens se sont retrouvés. Alors, pour ceux qui sont nouveaux dans le mardi médical, vous pouvez poser les questions au fur et à mesure que la présentation est faite en commentaire. Et à la fin, nous prendrons de façon chronologique les questions qui ont été laissées. Donc, je vais essayer de faire un résumé sommaire de ce qui a été énoncé par mon aîné, le docteur Assoumou Lionel. Il était question ce soir de parler des modifications du corps au cours de la grossesse. Alors, on a le docteur Assoumou a tenu déjà à nous faire comprendre le thème du sujet. Lorsqu'on parle de modification, ça veut tout simplement dire changement. Lorsqu'on dit physiologique, c'est tout ce qui va dans le fonctionnement normal, parce que le contraire, c'est physiopathologique. Et la grossesse, c'est cette période-là qui va de la fécondation à l'accouchement. Donc, les modifications physiologiques au cours de la grossesse, c'est l'ensemble des mécanismes déployés par le corps entre la fécondation et l'accouchement pour permettre au bébé de se développer dans de bonnes conditions et préparer l'accouchement. Alors, il a insisté, oh là là, on a perdu notre essai de le rajouter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a insisté sur une hormone qui s'appelle progestérone. Progestérone, c'est, comme son nom l'indique, progestar, c'est-à-dire qui est pour la période de gestation, pour l'accouchement. Alors, la progestérone met en place des conditions qui sont favorables au développement de l'enfant. On note notamment sur le plan général une augmentation de la température. Des femmes vont trouver qu'elles vont penser qu'elles font du palud, alors que non, c'est juste qu'elles sont enceintes et la température est un peu plus élevée. Bon, mais cette température ne doit pas atteindre un certain chiffre. Par exemple, une femme qui a une température à 38,5, c'est un problème, elle doit aller consulter 38,3 même déjà, c'est un problème. Donc, si vous faites un 38 tout court, là encore, ça va. Une prise de poids entre 9 et 12 kilos, le docteur Assoumou l'a dit tout à l'heure, il y a 8 kilos qui sont indépendants de votre volonté, mais 5 qui sont modifiables par une certaine discipline hygiéno-diététique. Alors, nous avons également la somnolence qui peut venir, la fatigue, l'odorat qui peut être augmenté. Une femme qui va vous dire qu'elle sent à je ne sais pas combien de mètres l'odeur du poisson ou ceci, qui peut éventuellement la mettre mal à l'aise. On peut également avoir une tension mammaire, on va revenir dessus au niveau gynécologique, des nausées, des vomissements, on va revenir sur les différents systèmes. Alors, en ce qui concerne le côté métabolique, c'est vrai que ça concernait beaucoup plus les étudiants en médecine, mais je vais parler de ce qui concerne le profane. On aura une augmentation des réserves sous forme de graisse au début de la grossesse, c'est-à-dire au premier trimestre de la grossesse, étant donné que la croissance de l'enfant n'est pas encore maximale, entre guillemets,
il y a une accumulation des réserves, c'est-à-dire la femme va manger, le corps va donner une partie, va prendre une partie pour être utilisée, mais surtout va conserver une grosse partie pour qu'à la fin de la grossesse, on puisse prendre cela pour utiliser voilà, pour les besoins qui sont à ce moment-là liés à la carence. On a également une diminution de la glycémie au départ, c'est-à-dire au premier trimestre, on a la glycémie qui va chuter, mais vers la fin de la grossesse, au deuxième et au troisième trimestre, on peut avoir une augmentation qui peut, dans certains cas, entraîner un diabète gestationnel. Alors, au niveau de la peau, on aurait une hyperpigmentation par accroissement des hormones mélaniques. Lorsqu'on parle d'hyperpigmentation, ça veut tout simplement dire que la peau aura tendance à devenir un peu plus foncée. On a également ce qu'on appelle le mélasme et le cloisement. Les femmes qui ont souvent ce qu'on appelle le masque de grossesse. Je crois que les femmes font souvent des challenges, même sur TikTok, pendant et avant la grossesse, on voit une certaine différence au niveau du nez, au niveau des joues et du cou surtout. Donc, c'est ça. On a également des vergetures qui, malheureusement, ne disparaissent pas toujours dans tous les cas, qui peuvent être une bonne chose pour certaines femmes ou pour leur conjoint, ou une mauvaise chose chez d'autres. Alors, sur le plan gynécologique, on aurait une augmentation de la taille. On aurait une augmentation de la taille des seins. Ça, tout le monde peut le constater parce que déjà, on se prépare à recevoir. On sait que la femme, lorsqu'elle va accoucher, il faudra qu'elle allaite et tout. Donc, on va se préparer pour ça. On aura des petits boutons autour des mamelons qu'on appelle les tubercules de Montgomery qui ne sont pas un problème de chercher par les persos, quoi que ce soit. C'est quelque chose de normal. On aura une augmentation de la taille du vagin avec une coloration violacée. On aura une augmentation du plaisir sexuel chez certaines femmes due à une hypervascularisation du vagin. Donc, plus c'est vascularisé, plus les terminaisons nerveuses sont sensibles et donc plus le plaisir sexuel peut accroître. Bon, c'est vrai que ça dépend d'une femme à une autre, mais de façon scientifique, ça trouve une explication. On a également la formation du segment inférieur. Le segment inférieur, c'est une entité sur laquelle le docteur Soumo a insisté la dernière fois lorsqu'il parlait de la césarienne, cet endroit qui est prévu par l'organisme où il n'y a pas une certaine vascularisation et où on peut inciser au moment de la césarienne. Alors, on aura également éventuellement la survenue de contractions dites de Braxton Hicks. En fait, c'est des fausses contractions. Pour les femmes qui ont l'habitude d'être enceintes, elles savent qu'au deuxième trimestre, c'est juste passager, ça vient, ça contracte, ça fait 2 heures, 3 heures de temps avant de revenir. Mais les femmes qui sont primigestes, c'est-à-dire qui conçoivent pour la première fois, elles peuvent s'affoler au deuxième trimestre en pensant que c'est déjà l'heure de l'accouchement. Maintenant, si vous êtes au deuxième trimestre, c'est des Braxton Hicks. C'est vrai que parfois, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une menace d'accouchement prématuré, une menace d'avortement qui peut vous donner des contractions. Là, il y aura d'autres signes associés. On a intérêt toujours d'aller consulter. C'est bien d'avoir un médecin personnel, idéalement un gynécologue. Je vous recommande le docteur Assoumou par la même occasion. Alors, sur le plan digestif, on peut avoir des saignements des gencives qui sont également dus à l'hypervascularisation. Si les vaisseaux qui viennent vasculariser les gencives augmentent, vous êtes d'accord avec moi qu'une petite irritation peut vous faire saigner, ça, c'est une chose, mais peut vous faire saigner plus que ça va saigner d'habitude. On peut également avoir ce qu'on appelle le pyrosis. Alors, le pyrosis, c'est une douleur à type de brûlure à ce niveau-ci, qui remonte comme ça. Le docteur Assoumou l'a expliqué tout à l'heure, la progestérone, qui est assez impliquée dans ces modifications, entraîne ce qu'on appelle une atonie du cardiaque. Alors, je vous explique. Vous avez ce qu'on appelle l'œsophage. Lorsque l'œsophage descend pour donner les aliments à un organe en bas qui s'appelle l'estomac. Au niveau de la jonction entre l'œsophage et l'estomac, on a un muscle qui s'appelle le cardiaque. C'est un muscle rond, on appelle un sphincter. Donc, le muscle, il est censé être tonique, c'est-à-dire qu'il se ferme convenablement, mais la progestérone a cette mauvaise habitude d'entraîner une atonie au niveau du cardiaque et donc pouvoir avoir ces remontées qui entraînent cette douleur ascendante à type de brûlure. On peut également avoir une hypersialorrhée, c'est-à-dire une augmentation de la production des salives, ce qui explique que les femmes enceintes soient toujours en train de cracher. On peut avoir des nausées, des vomissements, un ralentissement du transit qui va se matérialiser par une constipation et qui a aussi un lien avec la prise du poids parce que voilà, en ralentissant le transit, on aura beaucoup plus d'absorption d'eau et voilà, ça va augmenter l'eau dans le plasma. Alors, au niveau du système hématopoïétique, on a une anémie physiologique par hémodilution. Le docteur Soumo est revenu dessus plusieurs fois tout à l'heure. Lorsqu'on parle de sang, il y a ce qu'on appelle le plasma, c'est-à-dire la phase liquide et les éléments figurés qui sont les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Lorsque vous êtes enceinte, le plasma, c'est-à-dire la phase liquide, l'eau entre guillemets du sang va augmenter de 40%. Mais les globules rouges ne vont augmenter que de 15%. Or, lors du mardi médical sur l'anémie présenté par le docteur Sierou, nous avions dit que l'anémie, c'est pas comme au quartier, on dit vous n'avez pas de sang. Vous n'avez pas de sang, oui, mais c'est surtout que vous n'avez pas assez d'hémoglobine par rapport à votre volume de sang. Donc, l'hémoglobine est contenue dans les globules rouges. Alors, si les globules rouges augmentent seulement de 15%, pendant que le volume augmente de 40%, vous êtes d'accord avec moi que vous aurez une anémie. Le docteur Assoumou a dit tout à l'heure, c'est prévu par l'organisme pour prévenir l'hémorragie du postpartum. On sait que lorsque vous allez accoucher, quelques temps après l'accouchement, vous allez saigner. Dieu, ou alors, comme il a dit, ça dépend de comment vous l'appelez, le Créateur, il a prévu que
même si vous saignez, que vos réserves soient encore assez suffisantes pour maintenir vos fonctions vitales. Alors, on a également l'acide folique qui sera abaissé à l'intérieur d'une supplémentation. Le doc l'a dit tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle, vous avez entendu parler de peut-être spina bifida, bon, peut-être en encéphalie, c'est un peu plus rare, mais spina bifida. C'est des anomalies au niveau de la fermeture de ce qu'on appelle le tube neural. C'est une entité embryonnaire qui est responsable du système nerveux. Alors, si vous ne prenez pas, si vous ne prenez pas de supplémentation en acide folique, votre enfant peut avoir des anomalies du tube neural. On a également la vitamine B12 qui peut être abaissée pendant la grossesse. On a une augmentation des globules rouges. Mais bon, ça, c'est beaucoup plus pour les praticiens. On peut avoir une hyperleucocytose. Hyperleucocytose veut dire augmentation des globules blancs, pardon. C'est le défenseur de l'organisme. Mais cette augmentation ne doit pas atteindre 15 000. Si ça atteint 15 000 pendant la grossesse, c'est un problème. On doit penser à infection. Si pendant l'accouchement, ça atteint et dépasse 20 000, c'est un problème. Donc, augmentation, mais en restant inférieur à 15 000 pendant la grossesse, c'est normal. Inférieur à 20 000 pendant l'accouchement, c'est également normal. Alors, on peut avoir une diminution des plaquettes sanguines qui sont responsables de la coagulation. Alors, au niveau du système cardiovasculaire, on a une augmentation de la fréquence cardiaque de 10 à 20 battements par minute. Le docteur Soumou l'a dit tout à l'heure, pendant la grossesse, vous pouvez avoir l'impression que votre cœur tape un peu plus vite, c'est normal. Mais cette fréquence cardiaque ne doit pas excéder 110 battements par minute. On a une baisse de la pression artérielle par diminution des résistances périphériques. Alors, je vous explique, comme il a dit tout à l'heure, la pression artérielle, c'est beaucoup de facteurs. C'est le débit fois les résistances périphériques. Lorsqu'on parle de débit, c'est fréquence cardiaque fois volume présent dans le sang, dit volume d'éjection systolique. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les résistances. C'est comme un tuyau. Autant que le tuyau est tonique, la pression est grande. Mais si les résistances du tuyau commencent à s'abaisser, le tuyau devient un peu plus flasque, la pression va diminuer. C'est également ce qui se passe au niveau du système cardiovasculaire. Donc, au cours de la grossesse, on a ce tuyau-là qui n'est plus aussi tonique, qui devient flasque entre guillemets, pas tellement flasque, mais voilà, sa tonicité va diminuer et donc la pression artérielle va chuter. Alors, on a également les œdèmes des membres inférieurs qui trouvent leurs explications dans plusieurs phénomènes, notamment le fait que le bébé avec l'utérus qui sont assez gros peuvent compromettre le retour veineux. Vous savez que le cœur pompe le sang dans les artères. Avec cette force de contraction, là, les artères propulsent facilement le sang partout dans le corps. Par contre, le retour veineux, il est lié à des paramètres un peu moins toniques, si je dois dire ça comme ça. Donc, le retour veineux, pour peu que l'enfant commence à comprimer les vaisseaux, ça crée une stase en bas et les pieds peuvent commencer à gonfler. La particularité, comme le doc l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est les œdèmes qui prennent le godet. C'est-à-dire que si j'appuie mon doigt au niveau de l'œdème veut dire que le pied a gonflé. Hein. Si j'appuie mon doigt à ce niveau-là, ça va laisser une empreinte. Et la prise en charge ou alors la prévention, c'est juste les positions. Si par exemple, vous avez beaucoup marché dans la journée, quand vous rentrez, il faut surélever les jambes. Vous devez aussi penser à ne pas vous coucher sur le dos parce que lorsque vous vous couchez sur le dos, il y a compression des veines principales qui ramènent le sang au cœur. Donc, vous devez vous coucher sur le côté, mais surtout sur le côté gauche. Alors, on a également au niveau du système respiratoire, on peut avoir un essoufflement, ce qu'on appelle dyspnée en médecine, qui est d'une part lié au ralentissement de la course du diaphragme. Alors, en bas des poumons, il y a ce qu'on appelle le diaphragme, c'est le muscle respiratoire. Il est censé s'aplatir, se contracter, s'aplatir et tout. Il fait ces mouvements-là. Mais lorsque vous êtes à terme avec un gros utérus comme ça, la course du diaphragme est évidemment ralentie. Donc, ce mécanisme-là n'est plus possible. Au niveau du système urinaire, on peut avoir une stase qui peut entraîner des infections urinaires. Il faut savoir que dans le corps, partout où il y aura stase, c'est-à-dire qu'un liquide qui reste beaucoup trop sur place, là, l'infection n'est pas loin. Ça explique pourquoi les femmes font beaucoup plus d'infections urinaires au cours de la grossesse. Et l'infection urinaire au cours de la grossesse, c'est grave. Ça fait partie des premières étiologies d'accouchement prématuré, d'avortement. Alors, au niveau du système locomoteur, on peut avoir une hyperlordose. Je pense qu'on a déjà remarqué ça chez plusieurs femmes enceintes, le dos qui n'a plus une statique très normale. Et on peut également avoir la relaxation du bassin. Le doc l'a expliqué tout à l'heure, qui est lié au fait qu'on prépare, il faudrait que le bassin puisse être un peu plus élargi pour que déjà l'enfant s'y développe et qu'il puisse passer normalement au moment de l'accouchement. Donc, je pense que j'ai essayé de faire un résumé de façon assez brossée de ce que le docteur a dit tout à l'heure. Donc, j'espère que tu es encore avec nous. On va essayer de prendre les questions au fur et à mesure. Alors, la première question nous vient du prof, M. Valens Foga. Alors, enfin, merci à M. Foga d'avoir fait son retour. Tu nous as manqué. La première question, je cite, bonsoir docteur, merci pour la touche d'humour pendant la présentation. La première question, est-ce que la diminution de la résistance qui explique les hémorroïdes, est-ce que c'est la diminution de la résistance qui explique les hémorroïdes en postpartum? Non, pas vraiment. Disons que les hémorroïdes, c'est plus mécanique. Parce que pendant
l'accouchement, n'est-ce pas? Il y a plusieurs mécanismes qui vont se mettre en marche pour permettre l'expulsion du fœtus. Vu qu'il y aura dans la mécanique obstétricale, il y a ce qu'on va appeler l'engagement, la rotation et puis le dégagement, ainsi de suite. Pendant le dégagement, plus précisément, il y a ce qu'on appelle l'ampliation périnéale, dont le périnée va augmenter pour permettre à l'enfant de sortir. On aura même un infungibulum vulvo-périnéal, c'est-à-dire ça va légèrement faire comme un tunnel pour que le bébé sorte. Et tous ces mécanismes-là vont mettre en rue, parce que le périnée est important dans l'expulsion du fœtus. Et on sait que le périnée, c'est quoi? Périnée antérieur et périnée postérieur. Or, le périnée postérieur, c'est quoi? C'est plus particulièrement le muscle constructeur de l'anus et au milieu, il y a le transverse qui les sépare. Donc, cette ampliation pour permettre à l'enfant de sortir va beaucoup mobiliser le périnée inférieur, ce qui peut créer, avec les efforts de poussée, qui peut créer des hémorroïdes chez certaines femmes. C'est pour ça que quand vous allez dans un salle d'accouchement, vous allez remarquer que c'est l'impression que l'anus ressort chez certaines femmes. C'est dû à l'ampliation périnéale au moment de l'expulsion. C'est plus cela qui explique les hémorroïdes en postpartum. Merci. Donc, j'invite par la même occasion le prof Valins Foga à regarder le mardi médical qui a été dicté par le docteur Esdras Selanga sur les hémorroïdes. Je pense que c'est encore disponible sur la page. Alors, la deuxième question, je cite, d'où viennent les envies bizarres de nourriture exotique chez les femmes enceintes? Non, c'est uniquement dû à l'augmentation des hormones oestrogènes et la progestérone. C'est ça qui va créer toutes ces envies-là. Vous savez, les femmes sont très hormonales. Oui, ça sont très hormonales. Donc, dès qu'il y a les... C'est pas de leur faute. C'est pour ça que les femmes, il faut les cajoler, il faut les respecter, il faut les aimer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elles font, c'est pas de leur faute. C'est dû aux hormones. Merci, Doc. La dernière question de M. Valins Foga, je cite, est-ce vrai que les rapports sexuels sont un moyen pour déclencher les contractions quand ces derniers tardent à venir? Quand ces Oui, dernières, autant pour vous. c'est scientifiquement prouvé. Vers la fin de grossesse, vous allez remarquer que beaucoup de vos médecins vous préconisent des rapports sexuels lorsque l'enfant est suffisamment mature et qu'on veut qu'il vienne. Parce que le spermatozoïde contient certaines choses comme des prostaglandines et consorts qui sont scientifiquement prouvées pour déclencher la grossesse, n'est-ce pas? Et en plus, ça va permettre, les va-et-vient vont permettre à la femme d'être un peu plus préparée à tous ces trucs pour que l'enfant sorte. Donc, oui, les rapports sexuels vers la fin sont conseillés pour déclencher les contractions. Merci, docteur. La question suivante nous vient du docteur Yannick Otou. Je cite, bonsoir, docteur. Est-ce que la supplémentation en acide folique se fait de la même façon chez toutes les femmes? Oui, la supplémentation se fait de la même manière, façon plus que c'est préventif. Donc, 2 mois avant, 2 mois après la fécondation, et on supplémente à base de 5 mg un comprimé d'acide folique. Ça se fait de la même manière. 2 mois avant, quand, dans une Merci, femme, quand vous docteur. voulez préparer, 2 mois avant, 2 mois après. Merci, doc. La question suivante nous vient de M. Joël Wilfried. Je cite, bonsoir, docteur. Au niveau du postpartum, y a-t-il des mesures médicamenteuses et non médicamenteuses à appliquer pour se remettre sur pied? Ça, c'est la première question. Oui, généralement, ce qu'on fait, c'est que pour se remettre sur pied, on va donner une antibioprophylaxie ou thérapie en fonction des risques que la femme encourt, parce qu'on doit prévenir les endométrites qui sont très fréquentes, surtout dans notre contexte. Donc, on donne des antibiotiques généralement. On donne également une supplémentation en fer. Donc, on continue la supplémentation en fer jusqu'à au moins un mois après l'accouchement. Et oui, c'est principalement ça. Et un peu d'antidouleur, surtout si la femme était césarisée. Donc voilà les mesures qu'on fait. Également, on donne de l'énoxaparine, des héparines pour essayer de prévenir tout ce qui est thrombose ou embolie pulmonaire parce que c'est très fréquent. La femme après est très exposée. Et il y a également des mesures très importantes qu'on fait maintenant, c'est le lever précoce, surtout chez les femmes qui étaient césarisées. L'alimentation précoce, quand vous avez fait une césarienne, il ne faut pas priver la femme 24 heures comme avant. Elle peut manger après, généralement 6 heures de temps, elle peut manger, elle peut se lever et faire tout ce qui va. Soit les nouvelles recommandations de réanimation, les dernières recommandations. Oui, parce qu'on ne touche pas véritablement les anses dans la chirurgie gynécologique.
Donc, il y a ça et également les barres de contention qu'on peut préconiser. Et puis, en fonction si la femme était césarisée, on peut également ajouter des protecteurs gastriques parce que pour l'ulcère de stress. Donc, on peut donner des médicaments plus pour les femmes césarisées. Pour les femmes qui n'ont pas été césarisées, c'est principalement une supplémentation en fer et une antibioprophylaxie si nécessaire. Et également, on peut faire des bains de ciel si la femme a été déchirée. Et il est aussi important de faire un counseling du postpartum euh, euh, sur le post-counseling, surtout pour le planning familial. C'est très important pour qu'on ne retrouve pas des femmes qui viennent après 2 mois d'une grossesse et disent qu'elle veut enlever parce qu'elle a accouché, l'autre n'a même pas encore fini d'allaiter. Et c'est un gros problème en Afrique parce qu'on a beaucoup de problèmes comme ça. Il faut qu'on mette plus d'accent sur le planning familial. Exactement, le planning familial. Je pense que c'est vrai qu'on avait fait un mardi médical sur la contraception, mais peut-être qu'il faut qu'on revienne vraiment sur le planning familial parce que ça soulève beaucoup de questions, même sur Twitter. J'ai vu pas mal de questions, le rapport bénéfice-risque, les cancers et tout. Je pense qu'on va revenir dessus. Alors, monsieur Joël Wilfried aimerait savoir si en dehors du fait, il y a d'autres supplémentations à prendre après l'accouchement. Après l'accouchement, non, c'est juste le faire. C'est juste le faire. Pendant, on peut ajouter du calcium. Pendant, pour certaines femmes, on ajoute du calcium. Non, mais c'est juste le faire après. Merci, docteur. Alors, il y a le prof Valine Soga qui revient avec une question. Donc, docteur, j'ai entendu un scientifique comparer l'embryon à un parasite vis-à-vis du corps de la femme. J'aimerais avoir votre point de vue, merci. Parasite, peut-être le mot est choquant, mais oui, c'est un corps étranger. C'est un corps étranger dont le corps se prépare à lutter d'abord. Mais comme on a dit, le créateur fait de telle sorte qu'il y a des mécanismes, une diminution, une immunodépression naturelle, entre guillemets, où la femme, bref, le corps de la femme va s'adapter de telle sorte qu'elle doit recevoir son parasite qu'elle va aimer toute sa vie. Merci. Donc, alors, à monsieur Valine Soga, il y a de certains cas, justement, comme dans l'incompatibilité où la femme enceinte combat farouchement ce parasite-là. Peut-être on aura l'occasion de présenter ça une fois. Alors, on a la question suivante qui nous vient de Madame Maria NJM. Je cite: bonsoir docteur, merci pour la présentation. J'aimerais, s'il vous plaît, je n'ai pas très bien compris la formation des œdèmes du visage. Ça, c'est la première question. Les œdèmes du visage sont dus à une hyperperméabilité capillaire. Donc, ça va créer un peu comme les autres. Il y aura une hyperperméabilité capillaire qui va faire en sorte qu'il y aura une augmentation. Donc, l'eau va ressortir plus au niveau extracellulaire. Ça va créer des œdèmes du visage tout simplement, mais ils ne prennent pas du godet. Ça ne doit pas, ils sont plus fréquents le matin. Ça ne doit pas inquiéter plus que ça. Donc, certaines femmes, elles ont l'impression que le visage gonfle pendant qu'elles sont enceintes. C'est un peu ça. Merci, docteur. La question suivante est de savoir pourquoi fait-on le dépistage du diabète gestationnel à partir de 28 semaines d'aménorrhée? Le dépistage du diabète gestationnel à partir de 24 ou 28 semaines, c'est parce que, comme on a dit, au premier trimestre, il y a l'insuline qui va augmenter et qui va créer une hypoglycémie physiologique. C'est pour ça que le taux du diabète chez la femme enceinte n'est pas le même que l'autre. Mais à partir de 24-28 semaines, il y a des hormones, comme on a dit, l'hormone placentaire lactogène, la groïhormone, qui vont augmenter et ça va créer une résistance périphérique à l'insuline, augmentant le taux de glucose. Donc, c'est à ce moment-là que s'il y a un problème, on peut détecter. Parce qu'on va quitter de la phase où l'insuline est basse à une phase de ressurgissance de glycémie, en fait. Donc, Merci, docteur. Une phase où la glycémie est basse à une phase où la glycémie est haute. Parce qu'il y aura une résistance à l'insuline en ce moment et c'est net vers le 24e et la 28e semaine. Merci, doc. Alors, la dernière question de Madame Maria, c'est de savoir, je vais citer, de quoi est constitué le bouchon muqueux et qu'est-ce qui le produit? Le bouchon muqueux est constitué d'un peu, c'est un mélange de plusieurs sécrétions, un peu de glaise cervicale, un peu de sang qui vont se mélanger. Et c'est produit par les glandes cervicales. Et c'est les progestérones qui vont donner le signal pour qu'elles soient un peu plus fortes. Et c'est la même chose même pendant la période
les périodes menstruelles. Lorsque le corps ne veut pas que vous soyez enceinte, les glandes cervicales vont sécréter ce bouchon-là, qui sont faits de mucus, qui vont former la glande cervicale et d'un peu de sang, qui vont essayer de... Un peu comme les mauves, ça va boucher là et tout. Merci, docteur. Alors, Madame Maria, je crois qu'elle a une dernière question. Elle aimerait savoir, vous avez parlé d'un syndrome lorsque vous parliez des effets de la relaxine, l'orthographe du syndrome. Lacom, L-A-C-O-2-M-E. Merci, doc. Alors, la question suivante nous vient de monsieur ou madame, je ne sais pas, Petrolia. On voit le cœur du bébé battre à partir de combien de semaines d'aménorrhée? On voit le cœur du bébé battre à partir de combien de semaines d'aménorrhée? De façon échographique, 6 à 7 semaines. Des fois même 5 pour les plus précoces, mais généralement c'est 7 semaines, n'est-ce pas? Et sur le plan clinique, la femme va vous dire qu'elle ressent un peu, si elle est primipaire, elle peut vous dire qu'elle ressent le bébé bouger à partir généralement de 18 à 20 semaines. Si elle est plus ancienne, même à 16 semaines, elle peut ressentir le bébé bouger. Et également, c'est à ce moment qu'avec le Doppler, l'appareil qu'on ressent, on peut ressentir le cœur du bébé pour les Dopplers les plus sophistiqués. Mais Merci, avec l'écho, docteur. à 4 semaines, on a le cœur du bébé. Alors, on a monsieur Dimitri Tina, je pense qu'il est du corps médical. Je cite, bonsoir, docteur. Est-ce que l'héparine est d'emblée préconisée pour les patientes césarisées? Les patientes césarisées. Je pense que c'est ça le sens de la question. Dans les protocoles de la plupart des hôpitaux, nous, moi, là où j'étais formé, c'est-à-dire au Cameroun, à la FMSB, la plupart des hôpitaux, on met systématiquement l'héparine de bas pomme ou le cœur chez les césarisés. Et maintenant, dans d'autres endroits, c'est dépendant. Par exemple, j'ai eu à aller dans les périphéries où quand vous mettez ça, on vous dit que tu penses que la femme va payer ça comment et avec quoi. Donc là-bas, on peut faire ça. Mais à Yaoundé, c'est systématique. Alors, merci, Doc. On a une question de monsieur ou madame Petrolia qui revient. Est-ce qu'on donne systématiquement le métergin? Non, on ne donne pas systématiquement le métergin. Le métergin a même une propriété d'être hypertensif. Donc, généralement, on vérifie d'abord que la femme n'a pas de tension. Oui, on vérifie que la femme n'a plus une hypertension avant de mettre le métergin. Ce n'est pas systématique. On l'utilise vraiment en cas d'extrême nécessité. Merci, Doc. Alors, on a une question de monsieur Brian Kake. Je cite, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a un intérêt de continuer la supplémentation en acide folique au 3e trimestre de grossesse? Si oui, pourquoi? Non, 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 non. À 12 semaines même déjà, vous pouvez... Bon, acide folique seul, il faut arrêter à 12 semaines et continuer avec le fer. Sauf que la plupart des fers contiennent également un peu d'acide folique. Donc, comme le doc l'a expliqué tout à l'heure, c'est en rapport avec la formation du tube neural et au 3e trimestre, il a fini de se former depuis belle lurette. Alors, la question suivante nous vient encore de notre invité, de notre panéliste. Pardon, je suis trop concentré dans les débats. De notre intervenant Petrolia, je cite, est-ce qu'on doit forcément demander le groupe sanguin résiste à toute femme reçue pour avortement? C'est important. C'est important de connaître le groupe sanguin. Parce qu'en cas de groupe sanguin négatif, il faut essayer de prévenir pour la prochaine grossesse. Merci, Doc. Alors, on a la question suivante qui nous vient de mademoiselle Maria Gabriela. Je cite, s'il vous plaît, Doc, à quoi est dû le masque de grossesse chez certaines femmes enceintes? C'est vrai qu'on en a parlé, peut-être on n'était pas là. Doc, est-ce que tu peux dire un dernier mot, s'il te plaît? C'est l'augmentation des hormones mélaniques chez la femme. Donc, c'est tout ça qui va créer l'hyperpigmentation, le coincement et tout ça. Parce qu'il y a des hormones de mélanine qui sont plus sécrétées pendant la grossesse. C'est ça qui va créer le masque de grossesse et consorts. Merci, Doc. Or, les vergetures, c'est plutôt l'hyperlaxité, le corps s'est étiré. C'est pour ça que lui ne part pas. Le corps s'est étiré, les tissus conjonctifs se sont démobilisés et consorts. Lui ne part pas. Pourtant, tout ce qui est seulement dès que les hormones vont chuter après l'accouchement, ça va revenir à la normale. Merci, Doc. La question suivante vient de mademoiselle Bini Gracia. Je cite, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si une femme peut éviter le masque de grossesse par des techniques hygiéno-diététiques. Toi, tu veux faire quoi, les techniques hygiéno-diététiques? Mais oui, c'est quand même décrit. On demande d'éviter de se parfumer, d'éviter de marcher sur le soleil.
Maintenant, si tu veux faire ton make-up, maman, fais ton make-up. Fais ton make-up, maman. Il n'y a pas de problème. Alors, on a une question de M. Joël Wilfried. Dans le cas d'un diabète gestationnel avéré, Et quelles sont les aussi, bases du on peut traitement? mettre des crèmes. Il est conseillé de mettre des crèmes avec protection d'UV. Si vous avez ça, les bonbons. Je pense qu'elle est bobo. La question suivante nous vient de M. Joël Wilfried. Il aimerait savoir, dans le cas où un diabète gestationnel est avéré, quelles sont les bases du traitement? Donc, tu es muté, on ne t'écoute pas. Il faut enlever le mute là. Il y a un petit bouton comme un micro là, il faut le toucher. Un petit bouton comme un micro là, une petite touche comme un micro en bas de l'écran. Tu as touché ça par inadvertance. Donc, a du mal avec la technologie. Regarde sur la ligne du bas, il y a une touche avec un truc là que tu as malheureusement touché. Ou si tu ne parviens pas, je t'enlève et je te remets. Bon, je t'enlève et je te remets. Donc, si tu m'écoutes, s'il te plaît, envoie une demande d'ajout parce que je ne te vois pas parmi les... Je te vois pas parmi la liste de ceux qui sont connectés. Sans médical, ok. D'accord. Merci d'être patient, s'il vous plaît. Notre invité revient sous peu. Ok, donc je pense que là, le son est bon. Alors, on était à quel niveau? Les mesures, les bases du traitement dans le cas d'un diabète gestationnel avéré. Mon frère, toutes les questions pour moi, c'est les bases du traitement. Le traitement, c'est quoi? C'est d'abord les mesures génodiététiques. Ensuite, les nouvelles recommandations. Avant, c'était l'insuline seulement qu'on allait piquer et avant, juste avant, parce que la plupart vont passer à l'opération, avant l'opération et puis après. Et maintenant, certaines recommandations parlent déjà d'anti-diabétiques oraux on peut faire, mais c'est pas encore vulgarisé. Mais c'est l'insuline et les mesures diététiques. Merci, Doc. Alors, on a M. Nicolas Pokossi qui a une question assez particulière. Je cite, le sujet de ce soir, c'est la transformation du corps de la femme pendant la grossesse. Qu'est-ce qui explique concrètement celle du corps de l'homme juste à côté si effectivement il y a transformation? La transformation, c'est parce que je vois un peu, il y a une connexion spirituelle non, entre celui qui a 1000 enfants et celle qui reçoit. Non? Tu vois, il y a ma liste comme ça là. Il y a certaines femmes là à l'est. J'ai même le numéro. Donc on peut te donner, c'est toi qui ressens les douleurs. Donc c'est fait, il y a une connexion spirituelle entre la femme et le mari. Donc il y a aussi des modifications physiologiques sur le mari. Parce que ses poches vont d'abord en pâtir. Il va aller payer le poisson à 23 heures. C'est une modification. C'est une modification psychologique de l'homme en grossesse. Et puis maintenant, il va recevoir les injures que feignant. Il faut être fort, il faut modifier son corps. Il faut modifier muscler le mindset. Il faut muscler le mindset. Donc c'est un peu ça, ça va de pair. Avec la belle famille qui lui met les mots. Une belle famille et le stress et Alors, tout ça. merci. Donc, on a une question suivante qui nous vient de monsieur ou madame Petrolia. Quels sont les risques de concevoir après 39 ans? Après 39 ans, il y a une diminution de plus de 60% du taux de fertilité. On quitte de 80, on quitte de 100% à près de 25%. Les follicules ne sont plus aussi nombreux qu'avant. Disons que c'est beaucoup diminué, mais ce n'est pas impossible. Tant que vous n'êtes pas ménopausé, vous pouvez tomber enceinte, mais le taux est très bas. Ça peut souvent dose l'AMH chez certaines femmes de cet âge. Merci. Donc, si vous avez des soucis de conception, que ce soit avant 39 ans ou après, on a fait un mardi médical sur la procréation médicalement assistée. Veuillez vous Avec rapprocher Cassia. voilà, du docteur Kassia le monstre. Donc, pour Bon. ceux qui veulent, je pourrais donner le contact. Alors, on a la question suivante qui nous vient du docteur Campbell, je cite. Bonsoir, donc merci pour la présentation.
certaines femmes sont supplémentées en calcium et en magnésium pendant la grossesse. Cette supplémentation doit-elle être systématique? Sinon, quelles sont les indications? Le calcium dans la pratique, c'est vrai que c'est systématique dans la pratique courante au Cameroun. Mais maintenant, généralement, c'est plus pour la prévention de la prééclampsie chez certaines femmes. On préconise. Donc, si vous avez une femme qui a fait une prééclampsie, ou bien vous avez des chiffres, ou bien vous avez des facteurs de risque de prééclampsie, c'est bien de supplémenter en calcium. Mais de façon systématique, les gens supplémentent en calcium. Le magnésium, un peu moins. Mais ça peut arriver, ça dépend de votre feeling, de comment vous sentez. Merci beaucoup, Doc. Je pense qu'on a pris toutes les questions qui ont été posées en commentaire. Pour ceux qui vont suivre le mardi direct médical en retard, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Le docteur Après Assoum, 30 ans, tu dis? elle parle d'après 30, la femme parle d'après 30, elle n'a pas dit 39 ans. Après 30 ans, Ok. 30 après 30 ans, il n'y a pas le plus la particularité après 30 ans, c'est juste que les myomes, quand vous avez attendu jusqu'à 30 ans, la plupart des femmes après 30 ans ont des myomes quand elles n'ont pas couché avant. Mais après ça, à 30 ans, vous avez encore 10 ans pour vous rattraper. Parce que ça commence vraiment à déranger vers 36 ans et plus. Mais à 30 ans, c'est vraiment la période où vous pouvez vous rattraper encore. Merci, Doc. Donc, je disais que ceux qui vont sur le mardi médical en retard, vous pouvez poser les questions en commentaire. Alors, Doc, est-ce que tu as un take-home message pour nos téléspectateurs, s'il te plaît? T'es comme message, le pays doit avancer, le pays va avancer. Dieu est grand, Mohamed est grand, Bouddha est grand. Ceux qui croient en Dieu continuent à croire. Soyons humbles, soyons amour, soyons simplicité. Et les hommes, soutenez vos femmes parce que les modifications physiologiques sont pas faciles à vivre. Les femmes aussi, n'exagérez pas avec. Vous n'avez pas la maladie, même comme c'est dur à vivre. Merci, Doc. Alors, c'est vrai qu'on va encore ne pas dire une dernière question. Quelqu'un qui voudrait savoir comment faire pour avoir des cours sur les CPM. Je pense que la personne pourra te joindre, Doc. Ouais, pas de souci. D'accord. Donc, merci, Doc, d'avoir répondu une fois de plus présent. Je sais que tu es déjà un spécialiste et très occupé, mais tu es toujours disposé à dire la science. Oh, Et j'espère encore que tu reviendras bientôt. bientôt. Mes patrons entendent ça. Ils sont encore, il y a encore mes patrons. On va les dire comme, on va les dire comme blaguer. J'ai encore un an. Donc, on espère que ton parcours restant pour être gynécologue confirmé va très vite se passer et que tu pourras voilà, t'installer de façon autonome. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir répondu présent ce soir. Je tiens déjà à vous présenter les excuses pour le manque de... ce n'est plus de façon hebdomadaire que je fais l'émission. Il faut comprendre que voilà, je suis aussi également pris. J'essaie de voir si je peux trouver quelqu'un pour assurer cette continuité en temps réel, ce qui n'est pas facile. Mais si on ne peut pas le faire toutes les semaines, ne vous inquiétez pas, on le fera au moins une semaine le mois. Et comme je l'ai dit, si vous avez des propositions de thèmes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Les professionnels de santé qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas à m'écrire DM, il n'y a pas de souci. Pour ceux et celles qui désireront le contact du docteur Assoumou, veuillez m'écrire une box et je vais vous envoyer cela. Alors, bonne soirée à tout le monde. Ça fait les cœurs. Voilà.